allez bien? Senseiya est et restera à jamais mon animé préféré. J'ai grandi avec les Chevaliers du Zodiaque, et je veux littéralement être enterré avec mes Midcloth. Et c'est ma passion pour les Chevaliers du Zodiaque qui m'a fait devenir la personne que je suis. Alors lancer une émission mettant en l'honneur cette série culte me semblait tout indiqué. L'émission en question s'appellera Pandora Box, en rapport avec les urnes sacrées dans lesquelles les chevaliers mettent leurs armures. Et donc pour ce premier épisode de Pandora Box, je souhaite qu'on parle de Seiya, ou Seiyar en français. Seiya est un des personnages principaux de Senseiya. Pas une information très difficile à deviner, vous allez me dire. Il y a littéralement son nom dans le titre de la série. Il s'agit d'un héros étrangement très peu apprécié. En effet, il est rempli de défauts, ce gars. Au début de l'histoire, il est égoïste, ne pensant qu'à son objectif, et non à son devoir en tant que chevalier. Il est hautain, prenant de haut un certain nombre de personnages. C'est un mec mal poli, glandouillard. Il se lance dans bien des combats sans réfléchir, et surtout n'a aucune dévotion en rien. Il se fiche d'Athéna, il se fiche du sanctuaire, de l'armure d'or, et de la fondation Grade. Sa seule motivation, c'est son objectif, à savoir retrouver sa sœur. Et sa trop grande assurance lui posera aussi un certain nombre de soucis. Il est rustre et je m'en foutiste. Dans une certaine mesure, il a une attitude de délinquant. Et la délinquance est un sujet que Kurumada connaît très bien, car lui aussi a été un voyou pendant ses jeunes années. Et donc pas très étonnant que cette thématique lui était très chère à l'époque. Donc Seiya, il est plein de défauts qui pourraient le rendre irritant. Mais justement, ces défauts ne le rendraient pas plus intéressant au contraire. Car au final, c'est sur ça que l'auteur va travailler pour le faire évoluer. Pour le faire devenir ce que beaucoup considèrent comme une compilation de clichés. Et justement, il est fort peu apprécié car trop cliché. En effet, c'est l'archétype du héros tout feu tout flamme, typique des shonen neketsu. Mais il est intéressant de se poser la question de cliché par rapport à qui? Par rapport à des personnages qui ont été créés après lui, et qui ont justement tiré leur inspiration de lui, ou des personnages qui se sont inspirés des personnages que lui-même a inspirés? À l'époque de sa création, il faut être honnête, il était assez novateur. Et là, on a un point qui personnellement me gêne concernant cet argument. En effet, même si beaucoup ont vu les Chevaliers du Zodiaque étant petits, ils n'ont probablement pas vu l'histoire dans sa totalité, ni compris de quoi ça parlait vraiment les Chevaliers du Zodiaque. Et c'est normal, petits, on n'a pas forcément le recul nécessaire. Et de facto, les personnes ayant fini la série, l'ont probablement plutôt fini durant les années 2000, voire même plus tard. Et ce, dans le but de revivre un peu de nostalgie. Et ces personnes, par là même, ont vu beaucoup d'autres choses avant. Il y a énormément de shonen neketsu qui sont sortis entre temps. Et en règle générale, on est passé par là avant. De ce fait, il a souffert d'une comparaison complètement injuste, car sorti du contexte de sa création. Pour les personnes ayant découvert les Chevaliers du Zodiaque après les années 2000, c'est encore pire. Je donne l'impression d'être culpabilisant, mais c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi cet avis général autour de Seiya. Beaucoup le pensent peu intéressant. Cependant, est-ce vraiment le cas? Comme dit plus tôt, il a participé à créer un archétype, ce qui, selon moi, le rend de facto à minima intéressant. Mais il y a d'autres choses que je voudrais aborder. Je parlerai de Seiya dans l'anime, mais aussi dans le manga, car les deux sont légèrement différents. D'abord, Seiya. D'où vient le nom? Ce nom, dépendant des kanji utilisés, peut avoir deux significations. Soit nuit étoilée, soit flèche étoilée. Kurumada ayant choisi flèche étoilée. Pourquoi ce choix? Premièrement, en rapport avec l'armure du Sagittaire, qui est le MacGuffin du premier arc. D'autant plus que le signe astrologique de Seiya est Sagittaire. Ensuite étoilée, premièrement, par rapport aux constellations, qui sont à la base de la mythologie de Senseiya. Et aussi en rapport avec l'attaque Pegasus Ryuseiken. Ensuite, son apparence. N'importe qui ayant lu d'autres mangas de Kurumada aura remarqué que Seiya ressemble étrangement aux autres protagonistes dessinés par notre cher Masami. Pourquoi ce choix? Est-ce de la paresse? Ou est-ce que cela raconte quelque chose? Kurumada a admis qu'il voyait ces personnages comme des acteurs qui jouent dans des mangas, liant par là même chacune de ces histoires dans une sorte de multivers. Vous voyez, ça raconte quelque chose. Pourquoi la constellation de Pégase? Car dans le mythe, Pégase est dompté par Athéna. Saori dressait entre guillemets Seiya par des actes, le faisant passer d'un personnage très antagoniste envers elle à son plus fidèle défenseur. Et c'est une excellente adaptation du mythe. À ses 6 ans, il a été envoyé au sanctuaire dans le but de concourir pour l'armure de bronze de Pégase. Armure qu'il a obtenue en battant Cassius lors d'un combat singulier. Et ce, à l'âge de 13 ans. Détail très intéressant, 13 ans. Pourquoi cet âge? Car comme public cible, Kurumada ciblait spécifiquement une tranche d'âge de garçons entre 13 et 15 ans. Rétrospectivement, au vu du résultat, c'est une plutôt bonne décision. D'ailleurs, dans le manga, Seiya fait bien plus son âge que dans l'anime. Le style de l'anime est donc par là les chara design, ayant été choisi car Shingo Araki avait le vent en poupe à ce moment-là. Après l'obtention de son armure, Seiya allait quitter le sanctuaire. Et ce pour rejoindre le Japon dans le but de retrouver sa sœur. Sœur qui avait disparu au moment où il a été envoyé en Grèce. Avant cela, il a dû faire face à Shaina qui souhaitait le combattre pour reprendre l'armure. Car premièrement, elle ne le trouvait pas légitime à porter l'armure de Pégase. Ensuite, il comptait quitter le sanctuaire avec l'armure, ce qui en principe n'est pas autorisé. Et surtout, une tradition sexiste confrontait Shaina à soit l'aimer, soit le tuer, car Seiya avait vu son visage étant plus jeune. Une fois au Japon, Seiya se montre orgueilleux, hautain et surtout rancunier envers Saori, car elle a fait vivre des choses à Seiya qui étaient plus qu'humiliantes durant son enfance. Et là, c'est intéressant. Car dès le début, on nous montre 3 axes d'amélioration du personnage. Et son évolution, elle passera par la présence des autres chevaliers qui vont l'entourer. Durant le tournoi, Seiya a dû affronter Shiryu durant le second tour. Et ce combat est la synthèse de Senseiya. Ce combat est une leçon de bravoure, Seiya n'hésitant pas une seconde à se jeter sur le bouclier de Shiryu, dans le but de le détruire. Et ce, sachant qu'il n'en sortirait pas indemne. C'est aussi une leçon de fair play, Seiya retirant son armure pour combattre Shiryu à la loyale. Ce combat, il nous dit que le vainqueur n'est pas celui qui frappe le plus fort, c'est celui qui comprendra le plus vite comment fonctionne son adversaire, et par là même celui qui sera donc le plus empathique.
Et surtout, ce combat nous donne la leçon la plus importante de Senseiya. Lorsque Seiya à bout de force se relève pour relancer le cœur de Shiryu. Tendre la main à un ennemi permet de s'en faire un ami. Dès l'épisode 4, les Chevaliers du Zodiaque nous avaient déjà envoyé un concentré de ces valeurs. Ensuite arriva l'arc des Chevaliers Noirs, où Seiya fut confronté au sacrifice de Shiryu. C'est la première fois que le sens du sacrifice si cher à cette œuvre est mis en avant. Et Seiya en est le premier impacté, car chaque arc doit apporter une leçon à Seiya. Seiya qui, après avoir intégré les valeurs montrées un petit peu plus tôt, va les apprendre à Ikki, dans un combat ultra symbolique où l'alliance des 4 chevaliers, de 4 amis, réussit à dépasser les traumas de Ikki, le faisant prendre conscience de l'erreur qu'il avait commise. Ce combat est le premier combat réellement idéologique de Senseiya. Et les combats idéologiques, ce sera le b.a.-ba de Senseiya. De plus, Seiya a appris la valeur du pardon, valeur aussi très importante dans Senseiya. À partir de là, Seiya laissera toujours une porte ouverte à ses ennemis. Et Seiya, en figure de proue de ces combats idéologiques, est une excellente chose, car l'évolution du ton de la série va de pair avec celle de Seiya. Une petite différence notable entre l'évolution de Seiya entre le manga et l'anime. Elle se situe au niveau de la révélation de l'identité de Saori. Dans le manga, encore à ce moment-là, Seiya éprouve beaucoup de ressentiment envers Saori. Et lui et les autres chevaliers refusent de la suivre. L'évolution du personnage dans le manga est un petit peu plus lente. C'est lorsqu'Ayolia, chevalier d'or du lion, attaque Seiya dans le tome 6, que Saori arrive de justesse pour le sauver. C'est à ce moment-là qu'il arrête de la voir comme une gamine égocentrique hautaine et manipulatrice. À partir de là, Seiya change et devient son meilleur protecteur. C'est aussi là qu'une relation amoureuse commence à éclore entre eux. Mais donc, encore un sacrifice qui fait évoluer Seiya. Et c'est exactement ça que Senseiya raconte. La leçon, c'est regarde les sacrifices que les personnes qui t'aiment font pour toi, et inspire tant. Kurumada dit lors d'une interview que Seiya incarne le héros de Neketsu par excellence. Courageux, loyal, et prêt à tout sacrifier pour ses amis. Il incarne le dépassement de soi, et les valeurs fondamentales de persévérance inébranlables. Et surtout l'idée que le travail et la volonté finissent toujours par triompher. Il se bat toujours pour ses proches plutôt que pour lui-même, motivé par un lien qui dépasse l'amitié. C'est un homme ordinaire qui est poussé à dépasser ses limites face à des adversaires invincibles. Et ce qui est intéressant, c'est homme ordinaire qui dépasse ses limites. Car oui, au début comme je l'ai dit, Seiya est bourré de défauts, car c'est un humain ordinaire. Il est égoïste, orgueilleux, parfois un peu con, têtu et j'en passe. Mais sa mission, elle demande à ce qu'il dépasse tout ça, pour arriver au stade où ce n'est plus lui qui bénéficie du sacrifice des autres, mais bien au moment où c'est lui-même qui se sacrifie, concluant l'évolution d'un gamin irritable, belliqueux et égoïste, à protecteur prêt à tout sacrifier pour protéger ceux avec qui il a marché durant ses aventures. Là où on peut voir un héros inintéressant car le modèle de tous les futurs héros de shonen, moi j'y vois une évolution. Et cette évolution, au-delà de la voir dans le comportement du personnage, elle se voit avec son armure. Alors oui, dans l'anime ce n'est pas spécialement évident, car il ne suit pas vraiment les mêmes règles que le manga. Mais dans le manga, l'armure est le témoin de la force d'un personnage, une valeur étalon. L'armure, elle remplace les mots. Si vous voyez un personnage plus couvert qu'un autre, alors vous savez que son rang est plus élevé, et surtout qu'en principe il est bien plus fort. Un bronze est à peine couvert et considéré comme faible. Un argent est bien couvert et il est considéré comme plutôt bon. Un or est quasiment entièrement couvert et considéré comme très puissant. Pour les armures divines, elles dégueulent d'un peu partout, et ce en plus d'être parfaitement couvrantes, ce qui indique une puissance au-delà de l'humain. Et ça, c'est ce qui s'appelle la force évocatrice, souvent attribuée à Dragon Ball, mais en réalité c'est apparu un tout petit peu plus tôt dans Senseiya, précisément dans l'arc des Chevaliers Noirs. Lorsque Seiya récupère son armure après le sacrifice de Shiryu, son armure est plus couvrante, ce qui narrativement indique premièrement qu'il est plus fort, que ce soit physiquement comme mentalement, car cela va avec la découverte du sens du sacrifice. Changement de caractère et power-up, et ce, en une seule image, son armure. Pas besoin de mots, juste une armure bien plus développée. Et ça, c'est de la force évocatrice. On peut d'ailleurs observer la même chose avec nos autres chevaliers de bronze. Yoga dans le manga est présenté comme un antagoniste, et ce dans les premiers chapitres. Et son armure est un petit peu plus développée. En effet, il a des protections aux chevilles, ce que les autres n'ont pas. Et il est considéré comme une menace à ce moment-là. Et surtout, en termes de puissance, il est légèrement au-dessus des autres. Ensuite, Ikki. Lui, il apparaît avec un petit peu plus que des protections aux chevilles. Il a aussi des protections aux pieds, ainsi que de longues plumes dans le dos lui protégeant tout l'arrière du corps. Il est montré comme étant largement au-dessus des autres chevaliers de bronze. Et pas besoin de mots non plus. Kurumada nous le montre. Et le but avec ça, c'est de montrer dès le début du combat qui est en position de force. Nos héros étant amenés à affronter des adversaires de plus en plus forts, il fallait que Kurumada trouve une astuce pour rendre ça facilement identifiable, ainsi que de trouver une astuce lisible permettant de montrer l'évolution de nos personnages. Et là, c'est vraiment un coup de génie. Ensuite, Seiya, beaucoup de gens disent qu'il est beaucoup trop représenté dans les arcs. Et là, je suis d'accord et en même temps, pas vraiment. On refait les arcs ensemble. Dans le tournoi galactique, il est en effet central, car il a eu 2 combats dans ce dernier et surtout un extrêmement symbolique. Mais durant l'arc des Chevaliers Noirs, il est présent dans le premier combat et après absent jusqu'à la fin. Ensuite, les arcs filler, ou dit non canon. Oui, Seiya, il est présent tout du long, et je pense que c'est exactement à cause de cet arc. Ainsi que l'arc des Chevaliers d'Argent, ces derniers mettant majoritairement Seiya en avant, qui lui a donné cette réputation. Mais durant l'arc des Chevaliers d'Or, alors certes il combat Saga, mais il est le seul à ne pas vaincre le moindre Chevalier d'Or. Ensuite, dans l'arc Asgard, c'est pareil. Après son unique victoire de l'arc, eh bien on ne le revoit quasiment plus. Et dans l'arc Poséidon, c'est encore pire. Dans ces 2 arcs, après son combat, on ne le revoit plus briller. Enfin, plus ou moins jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, les combats finaux ne se font jamais, au grand jamais, sans l'assistance de ses compagnons. Les derniers adversaires se font toujours en combat d'équipe, et ce dans tous les arcs. L'arc Hades le met en effet beaucoup en avant, mais à part son combat contre Thanatos, il ne bat personne de notable. Il est surtout là en support des personnages secondaires. Là où je veux en venir avec ça, c'est que Seiya n'est pas beaucoup plus représenté que les autres. Il est
en effet mis en avant au début et surtout en fin d'arc. Mais tout le corps des arcs, il est dédié aux autres chevaliers. Et si le souci ne venait ni du manga, ni de l'anime. Parce que nous, fiers fans des Chevaliers du Zodiaque, nous avons aussi une autre grande passion, la collection de jouets. Et qui est proposée au moins une fois par an par figurine, qui est en tête d'affiche de tous les produits dérivés. Et oui, c'est lui. Systématiquement, si on joue à un jeu vidéo, on commencera toujours avec lui. S'il y a une série de figurines qui sort, ça commencera toujours avec lui. Enfin, vous voyez l'idée, il est toujours là. On peut même dire à ce stade qu'il est omniprésent. Et même au-delà de juste Seiya, le chevalier Pégase gêne. En effet, il est beaucoup trop représenté là où justement beaucoup souhaiteraient avoir d'autres constellations mises en avant, dans le but d'étendre un petit peu la mythologie de Senseiya. Donc pour conclure, si on combine le fait que beaucoup aient consommé d'autres shonen neketsu avant de voir ou de revoir Senseiya, au fait que les gens souhaitent un petit peu plus de diversité dans les produits dérivés, eh bien il est logique que Seiya ne soit pas très apprécié dans la communauté. Mais il est important de garder en tête que Seiya est Senseiya. Il représente l'évolution du ton, les valeurs et les thématiques de Senseiya, tout simplement car Kurumada a fait évoluer le personnage en même temps que ces derniers ont été ajoutés au récit. Ne pas aimer Seiya, à mon sens, c'est ne pas aimer Senseiya. Bon bah voilà, le premier épisode de Pandora Box est dans la boîte. Bon, je reviendrai avec d'autres sujets, mais je sais pas encore lesquels par contre. Senseiya, c'est vaste, et il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet, et n'oubliez pas de garder foi en votre cosmos. Right now, and I feel you breaking up, and I feel this is the end, and I feel so